Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux en tant que président d'Apradis de pouvoir vous accueillir en ce début d'après-midi dans cette magnifique salle de la Maison de l'Agriculture. C'est un courrier reçu il y a maintenant presque un an qui a donné le coup d'envoi de cet après-midi. Ce courrier, co-signé de Damien Delaveine, conseiller municipal de la ville de Laon, et de Madame Aude Bonneau, députée de la première circonscription de l'Aisne et conseillère municipale de la ville de Laon, proposé, après sa disparition, de mettre à l'honneur Simone Veil, notamment par son implication en tant que ministre de la Santé au moment de la création de ce site d'Apradis Laon, site de l'IRF à l'époque. Très rapidement, à travers cette demande, nous avons mesuré l'importance de l'engagement des femmes et des hommes de l'époque et y avons également naturellement associé Marcel Blanchard, président du CRAI de Picardie, donc de l'IRF. Un groupe de travail s'est donc constitué, rassemblant les acteurs d'hier, notamment M. Douchin, conseiller régional de Picardie à l'époque, M. Gondry, président d'honneur du GADES, M. Louis et Mme Lemoine, étudiants de la première promotion, de 1995 à 1998, éducateurs spécialisés à l'IRF, site de Laon, Michel Divers, jeune retraité et ancien responsable du site de Laon, et quelques autres. Ce groupe de travail a mis en lumière l'importance de l'engagement des acteurs de l'époque, et plus particulièrement ceux de ces deux personnalités, Marcel Blanchard et Simone Veil, qui ont chacune pesé dans leurs fonctions dans l'histoire de ce centre de formation Axonais situé à Laon. Ce groupe de travail a pu témoigner de l'importance à l'époque de l'engagement des uns et des autres. De l'engagement politique du ministre de la Santé et d'un conseiller régional, de l'engagement de terrain pour le président du CRAI de Picardie, de l'engagement des techniciens et des employeurs par l'intermédiaire des acteurs du GADES, de l'engagement de partenaires locaux comme le GRETA, qui a hébergé dans un premier temps sur le site de Laon l'IRF, et bien d'autres. Cet après-midi, vous l'avez compris, est placé sous l'égide de l'encouragement. Non, de l'engagement. C'est un lapsus révélateur. L'engagement d'hommes et de femmes dans leurs fonctions, de leur mission, dans leur vie de tous les jours. Nous pouvons l'affirmer aujourd'hui. Si à cette époque, ces personnes ne s'étaient pas impliquées pleinement, engagées pleinement, en y croyant, l'Apradis site de Laon n'aurait jamais vu le jour et n'existerait pas aujourd'hui. Merci donc à eux. Avant de poursuivre plus en détail sur l'organisation de cet après-midi, je souhaiterais passer la parole à Madame Le Trigard pour qu'elle puisse intervenir et nous donner quelques points de vue, en tout cas de la part du département. Merci monsieur, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour lancer cette demi-journée de table ronde et d'informations et d'échanges. Ça va être précieux. Si je suis là, c'est parce que le conseil départemental tenait vraiment à être présent aujourd'hui. Je représente donc notre président Nicolas Frécoteau, qui n'a pas pu être des nôtres cet après-midi. Mais Dieu sait si les affaires sociales font partie des compétences les plus importantes d'un conseil départemental. Le social au conseil départemental, si on pèse, si on veut faire une comparaison en chiffres, sur un budget de 650 millions d'euros, c'est 450 millions d'euros pour le social, les affaires sociales. Mais bien au-delà des chiffres, c'est les compétences qui nous intéressent, c'est cette proximité avec nos familles de l'Aisne, du département de l'Aisne. Comme vous le savez tous, vous êtes bien placés pour le savoir, nous sommes un département pauvre qui a vraiment une population qui subit une misère, mais pas seulement une misère matérielle, mais aussi une misère intellectuelle, une misère sanitaire. Et les travailleurs sociaux ont une grande importance, surtout que finalement, c'est le conseil départemental, la dernière collectivité à être vraiment présente au plus proche des familles, en vraie grande proximité avec ces familles, dans la détresse, dans la pauvreté, dans le besoin, et qui ont besoin d'aide éducative. Et finalement, nous les accompagnons
à tous les âges de la vie, que ce soit dans le champ du handicap, dans le champ de la dépendance, de la perte d'autonomie, que ce soit dans le cadre des carences éducatives, des familles en souffrance. Le conseil départemental se doit d'être présent et répondre à toutes les problématiques que présentent ces familles. Donc, d'où l'importance d'avoir au sein de notre département un centre de formation avec qui nous avons créé des partenariats forts et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir très souvent d'ailleurs les élèves de la CRADIS en stage dans nos services. Et c'est une collaboration qui est importante pour l'avenir pour pouvoir mener cette politique sociale au plus près des familles. Vous allez avoir la présence de notre directrice adjointe des services, Madame Béatrice Teneur, qui a participé à la première table ronde. Mais sachez que le conseil départemental, évidemment, est aux premières loges avec vous, avec la CRADIS. Et je salue l'engagement de ces professionnels, les formateurs, mais aussi les vrais professionnels sur le terrain, les travailleurs sociaux que vous êtes. Nous avons besoin les uns des autres et nos familles ont besoin de vous. Voilà. Donc, bon après-midi de réflexion et vraiment, le conseil départemental vous accompagne. Merci. Donc, sans plus attendre, je passe donc la parole à Sophie Gély, vice-présidente de l'APRADIS, et Patrice Watrin, administrateur, membre de bureau, qui se sont engagés et qui ont accepté d'être les régulateurs de cette première table ronde. Sophie et Patrice, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, et puis donc bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous voir nombreux avec nous pour partager cet après-midi de réflexion. Une histoire d'engagement, c'est le titre de cet après-midi, histoire, engagement. Donc la première table ronde que nous animerons conjointement, Sophie et moi, va s'attacher à cette histoire. Puisque nous avons autour de nous des représentants de cette histoire, de ce qui était le contexte en 1995, de tout ce cheminement jusqu'en 2018, et qui sera, je l'espère, une excellente introduction à ce qui viendra après, c'est-à-dire l'engagement d'aujourd'hui et surtout de demain. Je vous représente quand même les participants de cette table ronde. Donc nous avons Mme Béatrice Teneur qui est donc directrice générale adjointe des services du département, Monsieur Philippe Douchin, retraité aujourd'hui, mais qui était salarié du Greta à l'époque, Monsieur Pascal Louis, qui a été l'heureux bénéficiaire de la première promo de 95-98, et Monsieur Jean-Marie Gondry, président d'honneur du GADES de l'Aisne. D'ailleurs, j'ai envie de me retourner d'abord vers vous, Monsieur Gondry, pour justement nous présenter le contexte en 1995. Qu'est-ce qui a prévalu à l'installation d'une antenne à l'époque et aujourd'hui un site à Lens, au-delà du travail qui avait été réalisé de façon législative par Mme Simone Veil. Bon, j'ai essayé d'être succinct parce qu'on m'a dit on va vous couper la parole si je suis trop long. Mais c'est toute une histoire pour arriver à la construction, l'installation du GADES, un lien entre les travailleurs sociaux et du département et les administrations, bien évidemment, locales et régionales. Alors, j'ai remonté un petit peu plus haut que 1995, succinctement, rapidement, parce que le département de l'Aisne, c'est un peu une pépite, c'est une richesse pour nous, les travailleurs sociaux, puisque déjà, dans les années 60, dans l'établissement du docteur Blanchard, qui était un IME départemental, avait déjà été mis en place l'ATUI. Je ne sais pas, pour ceux qui sont un peu anciens ont peut-être entendu parler, c'était l'association des techniciens de l'adaptation. Ça avait pour objet, en fin de compte, de rencontres de professionnels autour de thèmes choisis et effectivement de visites d'établissement. Donc c'était déjà quelque chose qui était instauré par le Dr Blanchard et sa chef de service Geneviève Vedard. Mais c'était aussi complété par une autre personne assez importante au département qui était le service social de sauvegarde, en la personne de Mademoiselle Telly,
qui était membre aussi de la TIG. Si je prends les années 70, pour pouvoir être très rapide, les années 70 s'est installé Landésie, dans le département. Et c'était un de nos collègues, Francis Cousin, qui était à ce moment-là directeur du CAT l'envol à Saint-Quentin, qui avait pris cette charge d'animer le groupe landésiste du département, c'est-à-dire l'Association nationale des directeurs d'établissements et services pour une adaptée. Mais cette question de Landésie, c'était une question nationale, ça ne touchait très peu le local. Et c'est pour ça qu'en 1980, alors que Francis Cousin a souhaité lâcher un peu cette situation, que j'ai repris le flambeau au niveau de Landésie, mais l'idée, c'est un travail d'équipe, hein, je suis le représentant de l'époque, mais on était un certain nombre de directeurs à penser la même chose et à agir dans le même sens. Dès 1980, donc j'ai repris la succession de Francis Cousin, et on a travaillé à la question de créer l'association locale de directeurs d'établissements et services, ce qui est devenu, donc, par la création de l'association en 1992, le GADES. Notre questionnement à l'époque, c'était 1994, GADES avait mis en valeur, si vous voulez, le fait qu'on était un établissement, un département sous-équipé en personnel qualifié. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'école d'éducateurs dans le département. Dans les années 70, c'était plutôt Lille, il y avait 2 établissements. Amiens n'existait pas où aller se mettre en place. Reims n'existait pas, etc. Donc on n'avait que des gens de passage qui venaient faire des stages et partaient diplômés dans d'autres lieux. Et ce qui fait qu'on avait essayé de voir à l'époque avec M. Boineau, qui était le directeur de l'IRF, d'installer une délocalisation, enfin c'était dans le cadre du projet, une délocalisation de la formation. Donc manque de personnel, les constats c'était manque de personnel éducatif qualifié, c'était aussi l'instabilité du personnel formé qui partait dans d'autres établissements hors du département. C'était d'aider bien sûr à la sédentarisation du personnel, et puis aussi surtout diminuer les temps de trajet, frais de déplacement, parce que pour ceux de Château-Thierry qui pouvaient aller à Amiens, une fois que l'école d'éducateur d'Amiens était ouverte, imaginez le trajet, enfin, les temps de déplacement, les frais de déplacement, etc. Donc, je parle du travail d'équipe, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est pas nous seuls, GADES, qui avons pu mettre en place cette première unité pédagogique de l'an. Bien évidemment, c'est une conjugaison entre des personnes qui se connaissaient, qui étaient en voie de se connaître, c'est-à-dire le GADES, le CREAIN, qui était à ce moment-là présidé par Marcel Blanchard. On le recite parce qu'effectivement, c'était l'opportunité. Il nous fallait recruter des établissements en capacité d'accueillir des élèves en formation. Il fallait qu'on puisse avoir des élèves, bien évidemment. Donc il y a eu un recrutement particulier pour 20 élèves. La particularité, c'était de construire, et ça c'était unique en France en termes de création, c'était de construire une unité de formation qui est une valeur bien évidemment professionnelle, sans réserve, hein, on est des personnels qualifiés 100%, mais avec des règles qui étaient possibles sur le moment, c'est-à-dire 2 ans de formation plus une année éventuelle de 3e année pour pouvoir faire les 3 ans de formation. Donc les 2 ans nous étaient assurés et il fallait qu'on ait la dérogation. Et là, c'est effectivement la partie de M. Duchin qui va nous expliquera tout à l'heure. Donc on a obtenu cette dérogation de la direction départementale du travail pour pouvoir gérer ça. Mais le GADES n'aurait pas pu faire seul sans les finances du conseil régional et aussi les autorisations nécessaires de création de postes du département, notamment la DIPAS à l'époque, la DAS, c'était la DIPAS, pardon. C'était la DIPAS, M. Valette. Et qui a fait que, en fin de compte, on a pu retenir les fonds. Le GADES à l'époque avait reçu un chèque, un virement de 535 000 francs
de l'époque pour pouvoir démarrer cette formation. Je veux dire, c'est pas une charge négligeable et c'est ce qui a permis, je veux dire, à cette unité pédagogique de Laon, telle qu'elle a été créée au départ, s'installer dans les locaux du lycée Paul Claudel de Laon, dans les locaux spécifiques qui avaient été mis en place par le directeur du Greta de l'époque, M. Douchat. Vous avez cité, M. Gondry, pas mal de personnes qui ont contribué, et parmi ces hommes, il y avait M. Douchat, qui, si je ne me trompe pas, était à l'époque conseiller régional. Donc il serait intéressant, M. Douchat, que vous nous disiez de votre place de l'époque, comment vous aviez appréhendé cette aventure qui s'ouvrait. Il y a 23 ans, j'étais cadre dans des groupes industriels privés, et puis j'ai été élu conseiller régional. Malheureusement, j'ai été licencié, j'ai rencontré M. Etienne, et M. Etienne m'avait donné comme mission de trouver de nouvelles idées de formation. Donc Michel m'a dit, bah, écoute, je crois que la seule solution, c'est que je te fasse rencontrer un responsable d'OPCA, c'est-à-dire organisme paritaire collecteur agréé, et qui contacte toutes les entreprises du département pour ce qu'on appelle le patronage. Je ne m'attarderai pas sur le sujet parce qu'il est très, très long et très complexe. Et donc j'ai rencontré M. Montilly, la GFOS PME, avec qui je suis allé traîner pendant une semaine sur toutes les routes du département, et je ne trouvais pas d'idée. Et un vendredi soir à Saint-Quentin, c'était le dernier rendez-vous que M. Montilly avait fixé, que nous nous trouvions devant un foyer de jeunes délinquants. Il m'avait expliqué, je ne voyais vraiment pas, j'allais bien sûr découvrir, je ne voyais vraiment pas dans ce foyer où j'allais trouver une idée de formation. Et j'ai rencontré un monsieur charmant qui s'appelle monsieur Adam, je n'ai pas retrouvé sa trace parce que j'aurais été content qu'il soit là aujourd'hui. Monsieur Adam m'a dit, mais j'ai votre idée, moi. C'est une formation d'éducateurs spécialisés, il en manque 60 dans le département de l'Aisne, et le sujet sera lourd, difficile, et si vous voulez, vous pourrez toujours prendre contact avec moi. Et donc le lundi matin, on s'est retrouvés à nouveau dans le bureau de Michel Girard, et donc avec M. Montilly, et on s'est dit qu'on pouvait financer cette formation parce qu'il était hors de question d'aller tirer les sonnettes des ministères. Il y avait déjà à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'argent dans les caisses, il y en a encore certainement moins maintenant. Donc on s'est orienté vers la formule du contrat de professionnalisation. Gros problème, c'est parce que pour ouvrir des formations, il fallait lever la politique des quotas. En deux mots, le ministère chaque année décidait d'un nombre d'éducateurs spécialisés à former par département, donc par région. Les élèves étaient formés à Amiens, il y en avait 60 par an, le chiffre était immuable. Et dans le département de l'Aisne, les gens qui étaient formés, alors ils pouvaient venir de tous les départements de France, mais ils n'étaient pas attachés forcément à leur département. Donc, gros problème, pour lever la politique des quotas, il fallait absolument une intervention ministérielle. Et c'est là où le rôle d'élu joue. Je dis bien que ce dossier, M. Gondry, je l'ai mené en tant que chargé de mission du Greta, et mon titre de conseiller régional m'a aidé à ouvrir certaines portes. Mais je revendique le fait que j'étais vraiment salarié du Greta. Et je suis allé rencontrer le préfet Jean-Marc Rébière, que je connaissais assez bien, qui était un type sympa, ouvert, et je lui ai exposé mon idée. Et il m'a dit, écoutez, c'est formidable parce que je viens de recevoir un télégramme du ministère des Affaires sociales, comme quoi Mme Veil venait de rendre visite à Laon pour inaugurer le chantier d'insertion de la solitude. C'est un chantier d'insertion intéressant, et Mme Veil était donc là. Et M. Rébière m'a dit, écoutez, je remonte avec elle en voiture, vous m'attendez à côté de mon bureau, vous le connaissez, et on rentrera tous les trois dans mon bureau et vous lui expliquerez à nouveau votre idée. Donc je lui ai expliqué la politique des quotas, et ainsi de suite, que ça nécessitait un décret ministériel. Et lors du déjeuner, on a pu poursuivre, et Mme Veil a répété au moins 3 fois ou 4 fois son directeur de cabinet, surtout vous n'oubliez pas d'inviter M. Touchin à venir me rencontrer à Paris. Et donc je suis allé à Paris, et j'en étais très content parce que j'ai pu rencontrer une femme absolument exceptionnelle, et je suis content qu'on lui rende hommage ce soir.
ainsi qu'au docteur Blanchard, puisque disait M. Drouet tout à l'heure, le problème des contrats de professionnalisation, c'est que ça dure 2 ans, et la formation, ça dure 3 ans. Et je m'en suis ouvert à M. Champenois, et qui, d'une manière très intelligente, me dit « mais c'est pas grave, ils vont tous redoubler ». Donc je vais vous dire que tous les gens de la première promotion ont redoublé. Ça, vous ne le savez peut-être pas, parce que c'était une manipulation bénéfique administrative, donc vous avez tous redoublé, vous avez quand même été reçus sur vos 3 ans, grâce à M. Champenois. Je pense que ça donne un éclairage, et c'est vrai que vous avez fait un petit peu la transition, vous parliez des étudiants, et justement dans cette partie, bon, cet engagement fort que vous avez porté les uns les autres, hein, Patrice disait tout à l'heure, c'est vraiment un engagement d'hommes et de femmes, hein, nous précisons, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes engagées dans ce combat. Hein. Mais je crois que c'est ce qui a permis d'ouvrir une porte, et cette importance du territoire a été dit, il a été prononcé, mais moi je voudrais m'adresser à Pascal Louis. Bon, on a dit, cet étudiant qui a eu la chance de rentrer en 95, ici, à Laon. Et aujourd'hui, quel souvenir vous en avez? Bonjour à tous. Le souvenir. Alors c'est vrai que, comme l'ont très bien raconté mes 2 collègues, enfin, c'est une histoire particulière. Je pense que c'était une première en France sur cette organisation-là, dans un département carencé, déjà à l'époque, avec des problèmes de mobilité, et cette envie, en tout cas pour une première entre professionnels, monde pédagogique, département, de pouvoir à un moment donné rendre un peu plus riche le territoire. Ce que j'en garde, c'est ça, c'est-à-dire cet engagement en tout cas, et cette volonté de coopération qui montre que ça peut fonctionner. En tant qu'étudiant, ce que j'en garde, c'est le résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a commencé concrètement dans une salle d'honneur du Claudel, dans des fauteuils, en se regardant un petit peu en chien de faïence, en se demandant qu'est-ce qu'on est parti faire dans cette galère. On a essayé de chercher donc forcément un employeur. Ça aussi c'était nouveau, c'est-à-dire que étudiant et en même temps salarié, avec les contraintes du travail, avec des horaires de travail, avec ce regard-là qui était, on va dire, dans la réalité. Et je pense que je garde aussi ce souvenir-là, c'est-à-dire confrontation entre pédagogie, monde du travail, réalité, cette interface, c'est-à-dire qu'on partait la journée en formation, ceux qui avaient la chance d'être en MEX comme moi partaient faire la soirée, des fois le matin, et on partait en formation. Donc il y avait toujours ce mouvement, ce cycle pendant 3 ans, très riche, je ne vous le cache pas. Des rencontres aussi. Je vois 3 anciennes collègues dans la salle. J'en garde aussi un souvenir parce que l'avantage d'expérimenter, d'essuyer les plâtres, un ordinateur qui fonctionnait de temps en temps, 3 stylos, des intervenants, et l'avantage aussi d'avoir des intervenants professionnels. Hein, c'est-à-dire que là aussi, cette coopération, je trouve, qui était très intéressante. Une autre question que je vous poserais, pourquoi ce choix de formation à Laon? Parce que je pense que, comme tout étudiant, vous êtes peut-être aussi inscrit ailleurs. Donc, Pascal, pourquoi ce choix, pourquoi Laon? Et pourquoi cette formation? Alors, si je prends que mon cas personnel, j'avais le choix entre Reims et Laon. Jusqu'au bout, le montage était compliqué, c'est-à-dire que on a su vraiment au dernier moment. Je me rappelle d'avoir eu un coup de téléphone de M. Boineau me demandant un vendredi, je venais de rentrer à l'école de Reims, bon, est-ce que ça vous intéresse encore? Parce que c'est bon, c'est parti. Donc moi, l'idée qui était intéressante, c'était d'une part le monde professionnel, d'autre part salarié. C'est-à-dire jeunes étudiants, on parlait justement de mobilité, de difficultés, on est en 95 pour des étudiants pour pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Il y avait ce côté-là qui était intéressant. Et en même temps, cette idée de participer à une expérience particulière dans l'Aisne. Encore une fois, on peut voir l'Aisne comme un département très carencé, mais plein d'innovations aussi. Et là, c'était une preuve d'y participer.
est-ce que cette formation, en fait, cette participation à cette expérience, à cette entrée dans le monde du travail, mais aussi de la formation, est-ce que ça a eu un impact sur votre engagement professionnel? Bien sûr. Alors, je pense que l'impact est peut-être plus fort dans l'engagement parce que l'idée de travailler, d'être en collaboration, en coopération, provoque une émulsion aussi, je pense. Ça permet de créer un réseau, ça permet d'être dans le travail, dans le partage. Et en même temps, l'engagement, il s'est fait d'une manière naturelle, puisque un des principes aussi, c'est que les étudiants, alors, par choix aussi, pouvaient aussi devenir vacataires. C'est-à-dire qu'en même temps, on pouvait transmettre, on pouvait continuer un petit peu le bout de chemin avec Michel, suivant nos compétences, suivant nos envies. Donc il y avait ce côté, et depuis 22 ans, il y a cette transmission qui se fait. Donc je pense que le terreau a gagné. Et l'engagement professionnel, on l'a tous autour de la table, bien sûr. Mais je pense qu'il a été peut-être plus rapide, plus multiplié par cet aller-retour, je pense encore une fois, entre monde du travail et le monde pédagogique. Moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre tous ces pionniers de l'aventure, parce qu'ils démontrent par leur récit que rien n'est jamais facile, mais quand on s'y met à plusieurs, on atteint des objectifs. Comme interlocuteur et comme partenaire à l'époque, il y avait le Conseil général, puisqu'il n'était pas encore conseil départemental, il y avait le Conseil général dont ce n'est pas la compétence première. Et pourtant, le conseil départemental s'est engagé, puisqu'on parle d'engagement aujourd'hui, et s'engage encore aujourd'hui. Donc, un teneur, du point de vue du conseil général, qu'est-ce que ça représente, cette école, hier et aujourd'hui? Moi, hier, je n'étais pas forcément présente, mais ce que je sais, et c'est valable aujourd'hui comme hier, c'est que l'action sociale, le travail social, c'est une classe prépondérante et première au sein d'un conseil départemental et hier général. Donc l'intérêt en matière de développement d'une offre de services à l'usager, le conseil départemental a souhaité, et à l'époque il a investi dernièrement, mais il avait aussi mis à disposition des locaux. Moi j'en suis restée là, mais je pense que c'était plus ancien, des locaux de Saint-Vincent, du petit Saint-Vincent, à disposition de l'école. Et plus récemment, alors qu'effectivement ce n'était pas la compétence, le Conseil général a voté une participation financière relativement importante, qui est un pourcentage de participation aux travaux, et de mémoire c'était, peu importe, mais c'était une somme qui a permis, je pense, de boucler le budget et de permettre à cette école de naître. Et c'était d'autant plus aussi intéressant que l'école, là où elle est située, l'Institut, est proche de nos locaux. Et on voyait une forte interaction et un pôle intéressant entre la formation, l'alternance, les besoins que nous avions et cette école de formation proche. Alors, je pense que tout à l'heure avait été relayé le fait que pour le département, toutes ces formations étaient importantes, et notamment sur les différentes formations proposées par rapport aux professionnels du département. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une formation de proximité, ça permet aussi de pouvoir trouver les professionnels là, à proximité, et répondre aux besoins qu'a le département? Je pense qu'il y a une incidence forte. Après, tous nos travailleurs sociaux employés ne viennent pas forcément de l'école de langue, mais c'est évident que nous, cette alternance, cette proximité a une valeur ajoutée. Et depuis, en tout cas, moi j'ai compté depuis la gratification des stagiaires, on a accueilli plus de 300 stagiaires.
et avec une gratification depuis que les élèves sont gratifiés, environ 124 stagiaires gratifiés. Donc, et nous aussi, si vous voulez, c'est aussi un engagement fort du conseil départemental parce que à partir du moment où on accueille, donc il y a un accueil qui exige des compétences, des formations, et on a des travailleurs sociaux formés, engagés pour tutoriser ces stagiaires. Donc c'est un engagement, il y a un investissement très fort de la part des travailleurs sociaux qui sont représentés là, dans la salle au niveau de nos responsables des unités territoriales d'action sociale. Donc on n'a pas moins de 300 assistants sociaux qui sont qualifiés pour encadrer, former les futurs travailleurs sociaux. Je me propose de transmettre la parole à Sophie qui va nous dire quelques mots de conclusion sur cette table ronde. Pas de conclusion, au contraire, on va ouvrir une porte. Maintenant, on va ouvrir la porte sur l'avenir. Parce que c'est vrai que l'histoire elle est importante pour se rappeler les choses. Moi, en tout cas, je suis très fière d'être dans le département de l'Aisne. Encore une fois, aujourd'hui, dans ce qu'on entend, dans ces initiatives qui ont été portées, des acteurs qui se forment, qui restent, qu'on retrouve dans le département, parce qu'on entend toujours parler, on entend toujours dire que dans l'Aisne, on quitte l'Aisne, on va ailleurs, il ne fait pas bon vivre. Moi, je trouve qu'encore une fois, là, on prouve qu'il y a des initiatives et qui donnent envie à des professionnels d'être là, de rester, de porter des valeurs, de répondre aussi aux attentes des personnes dont nous avons la charge, mais aussi des personnes, puis des familles. Dominique et Régis vont prendre la suite pour la deuxième table ronde et nous conduire vers un avenir, et puis changer l'avenir en agissant sur le présent, quel que soit le passé. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc cette deuxième table ronde va être consacrée, comme ça a été si bien expliqué par Sophie, à l'engagement pour la formation des travailleurs sociaux dans le contexte actuel pour mieux appréhender les enjeux de demain. Donc nous vous proposons d'aborder ces questions à travers différents points de vue, avec la présence à notre table d'une représentante de l'État, Madame Bonneau, donc députée de la première circonscription de l'Aisne, des représentants de 2 employeurs du secteur privé associatif et du secteur public, donc Monsieur Yassin, président du GADES et directeur général de la PEI des Deux-Vallées, et Monsieur Patsy Pousset, directeur général du groupe EFES, et enfin un représentant des centres de formation, Monsieur Cronier, directeur de l'APRADIS. Je vais à présent laisser la parole à Madame Bonneau, qui va nous faire part de son engagement pour le travail social. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors je vais peut-être reprendre un tout petit peu la suite de ce qui vient d'être dit par Monsieur Douchin, puisqu'en fait moi j'ai connu l'IRF, j'ai été nouvellement en 2008, j'ai fait partie d'une liste et j'étais adjointe à l'économie et à l'enseignement supérieur de par ma profession. Et le premier dossier que j'ai eu à traiter, et c'est celui du cœur, c'est celui de l'IRF. Parce que nouvellement élue, j'ai eu un appel me disant « Nous avons des locaux tels que nous ne pouvons plus rester sur la ville de Laon, donc on envisage de partir sur Saint-Quentin. » Et je peux vous dire qu'en tant que nouvelle élue de l'Anoise, je me suis dit ça jamais. Donc c'est vrai que nous avons organisé de suite une réunion avec le conseil départemental pour trouver des locaux. Nous n'avons pas trouvé des locaux et j'avais une casquette de vice-présidente de l'OPH. Et c'est vrai que grâce à l'OPH, nous avons quand même trouvé la possibilité de garder ce superbe établissement sur notre ville de Laon, puisque l'OPH a loué des locaux pendant 2 ans, le temps de la construction. Donc à ce titre-là, c'est vrai que c'était important pour nous de garder l'établissement sur la ville et de tout faire pour qu'il puisse prospérer et continuer ainsi. Maintenant, en tant que députée, je peux vous dire que j'ai pour mission d'être une députée de terrain, c'est comme cela que je conçois ma mission, de faire le relais entre le terrain et le national. À ce titre-là, eh bien, je me déplace, je suis allée donc dans les locaux de la Pradis, je suis allée dans les locaux de l'IES, dans les établissements, et je me tiens à votre disposition pour remonter tous les soucis que nous avons
Et c'est dans ce cadre-là que j'espère agir au mieux pour vous, au moins pour le territoire. Nous avons entendu l'engagement de l'État, l'engagement du département en ce qui concerne la formation des travailleurs sociaux. Et c'est vrai que cet engagement est important parce qu'on sait très bien que sans moyens, les projets n'aboutissent pas. Maintenant, on peut aussi se poser la question de ce qu'il en est de l'engagement des directeurs d'établissement. Alors aujourd'hui, donc, nous avons M. Hyacinthe, qui est directeur général d'établissements et de services du secteur privé non lucratif, M. Passy-Poussé, qui est directeur général d'établissements et de services du secteur public. Donc on est très intéressé, monsieur, pour entendre votre vision sur cet engagement vis-à-vis de la formation des travailleurs sociaux, connaître en fait ce qui pour vous vous semble à ce jour important, quels sont les enjeux actuels et quelles sont vos attentes. Alors effectivement, je vais plus parler du secteur privé non lucratif, qui est le cadre associatif en tout cas en ce qui me concerne, et au titre du GADES également. Alors le GADES est rappelé qu'on a effectivement le service public et les établissements médico-sociaux du privé non lucratif. Alors sur cette question de l'engagement et de demain, puisque c'est vraiment notre thématique, bon, il y a deux éléments de contexte, deux enjeux qui me paraissent en tout cas être à souligner. C'est bien évidemment, puisque c'est en lien direct avec cette attente sociale, cette évolution de l'attente, du besoin, j'allais dire de la commande sociale, qui aujourd'hui évolue très très fortement et très rapidement. Alors c'est vrai que depuis de nombreuses années, heureusement, le secteur médico-social n'est pas statique, mais on voit quand même là ce qu'on certains appellent un changement de paradigme important, avec des logiques qui prennent corps aujourd'hui et qui se développent. C'est une évolution. C'est une évolution sociétale, c'est une évolution des droits des usagers, des bénéficiaires, de leurs aidants d'ailleurs, de leurs parents également, qui vient impacter fortement nos missions, les missions des établissements, des services médico-sociaux. Voilà les logiques d'inclusion, même si on n'a pas attendu là ces derniers temps pour faire de l'inclusion. Avant, on pouvait faire de l'insertion, on pouvait faire de... Bon, en tout cas, la déclinaison de ces logiques d'inclusion aujourd'hui sont très très fortes et très marquées. Les logiques de désinstitutionnalisation, là, qui nous viennent un peu plus directement des politiques européennes, là aussi sont très marquées et ont des incidences fortes sur le fonctionnement des établissements et leur devenir. Les logiques de décloisonnement, effectivement, avec le secteur sanitaire, médico-social, de l'aide à domicile également, et dans cette longue liste, l'évolution des modes de tarification aussi qui arrivent, qui vont changer, à mon sens, assez profondément le rapport entre le travailleur social et d'ailleurs peut-être également l'usager, le bénéficiaire, et encore une fois, entre guillemets, cette commande sociale. Cette évolution des modes de tarification, aujourd'hui, bon, sans être trop technique et barbant, avec tarification à la prestation, Séraphin PH, vous savez quoi il en est. Cette tarification à la prestation, on voit l'écart avec ce petit point d'histoire qu'on a eu tout à l'heure, et effectivement le premier rapport des travailleurs sociaux avec le travail et avec cette commande sociale. Donc ce premier enjeu engage, à mon sens, une évolution très très forte des pratiques. Le deuxième élément de contexte, deuxième enjeu, qui à mon sens est important, est l'évolution là aussi très très forte. Ces derniers temps, et on est à la veille là, de ce changement, je parle sous votre contrôle, Madame la députée, l'évolution législative qui est liée à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
qui vient rebalayer, là aussi, peut-être le rapport qu'on pouvait avoir avec la formation, la manière dont on l'utilisait, peut-être parfois dans les établissements et services, et qui vient reposer le salarié ou le demandeur d'emploi, d'ailleurs, de manière différente, avec le modèle qui jusqu'à présent était mis en œuvre. L'application de cette loi, qui démarre là dans quelques semaines, avec une période transitoire, me semble-t-il, en 2019 et une application pleine et entière en 2020, bouleverse quand même, là aussi, me semble-t-il, très très fortement la notion que le rapport qu'ont les employeurs, pour le privé en tout cas, avec les salariés et d'ailleurs avec leurs instances aussi, puisque la gestion de la formation professionnelle, rappelons que c'est une gestion paritaire, et ça l'était notamment, enfin ça le sera toujours, mais un peu différemment, je vais en dire quelques mots, avec les OPCA. Il a été rappelé tout à l'heure le rôle des organismes collecteurs de la formation, en lien avec notre secteur. Quand je dis notre secteur, c'est notre convention collective. Là aussi, 4 déclinaisons, à mon sens, 4 enjeux importants sur la formation de demain, et peut-être en lien aussi avec les centres de formation, et plus en particulier, bien sûr, avec Apradis aussi. Au regard de ces deux enjeux, le développement de l'alternance, très très fort. Développement de l'alternance, le renforcement de l'apprentissage et de la professionnalisation, le changement d'ailleurs du financement aussi sur ces domaines-là. Ça me semble pour les acteurs, les employeurs, un changement là aussi important. Un autre point qui me semble aussi, deuxième point qui me semble important, c'est la nouvelle définition de ce qu'on appelle la formation. La nouvelle définition de l'action de formation, qui a vu son périmètre un petit peu évoluer. Il y a bien évidemment la formation en présentiel, c'est ce qu'on connaît peut-être en premier lieu, ce dont d'ailleurs je faisais référence, mais il y a bien sûr la formation à distance aussi, la l'e-formation, dont on parlera peut-être, qui se développe forcément, parler des territoires, de nos territoires ruraux, des problèmes de déplacement, des problèmes de... c'est un axe. Et puis un troisième volet introduit là très clairement dans la loi, c'est la formation en situation de travail, voilà, pour certains types de formation. Donc on ouvre aussi d'autres modalités de formation que celles peut-être plus traditionnelles et plus historiques, en tout cas que j'ai connues pour ma part, et qui prévalaient dans nombre d'établissements, la parterre formation, formation cours d'emploi. Le quatrième, dernier point sur peut-être ces enjeux pour demain, en prenant appui sur une évolution du dispositif, mais qui me semble assez caractéristique de l'évolution globale, qui est le compte personnel de formation, l'évolution du compte personnel de formation. On change de logique, là aussi. On change de logique, ce compte personnel, il est monétisé maintenant, il est en monnaie sonnante et trébuchante, et c'est le salarié, sans intermédiation, comme on dit, et notamment avec les employeurs, avec les organismes paritaires, avec les OPCA, c'est l'employé qui décide et qui va, après s'être inscrit sur Internet, d'ailleurs choisir sa formation. Et voilà. Donc ça a beaucoup de... On peut bien en imaginer des vertus, effectivement, pour le choix de sa formation, mais ça interroge en même temps, ça interroge notre secteur. Quelle politique de branche médico-sociale? Pour peut-être conclure cette première présentation, la question des opérateurs de compétences. On est en plein dedans, puisque là, dans quelques semaines, ça va se décider, et j'espère que les fédérations, nos fédérations, je pense à Nexem, représenté ici, à la FEAP, à l'UNA, il y a 7 fédérations qui se sont regroupées là pour pouvoir dire il faut un NOPCO médico-social. Parce que c'est pas forcément naturel, et si c'était pas le cas, je pense que pour le coup, ça serait très embêtant pour le développement du secteur, et puis la prise en compte de l'intérieur,
des acteurs que nous sommes, que vous êtes, besoin. Voilà, donc on va suivre très prochainement la mise en œuvre de ce prochain opérateur de compétences médico-sociales. Alors vous venez de nous donner un aperçu dense et condensé d'un certain nombre d'enjeux du secteur sur la question de la réforme de la tarification des établissements, sur la transformation des OPCA en OPCO, du coup la place des employeurs, les attentes, les engagements des employeurs, donc du secteur privé associatif. Peut-être que M. Passy-Cousset, vous pourriez nous donner votre vision, votre perspective sur ces enjeux qui sont en train de se dessiner, sur l'engagement du secteur privé, public, pardon, en la matière. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme ça a été dit effectivement par Monsieur Lebled, Régis Lebled, je représente les établissements publics médico-sociaux. Frédéric Hyacinthe, ici présent, a énoncé un certain nombre d'enjeux auxquels nous associons, avec peut-être quelques petites différences, puisque actuellement la loi qu'il évoque nous impacte très très partiellement. Et donc on regarde avec attention ces évolutions qui ne manqueront pas de nous rattraper. Mais pour l'instant, les textes en vigueur ne prévoient pas la réforme des OPCA et des modes de financement. Moi, la question qui m'était posée, c'est pourquoi s'engage-t-on ? Pourquoi nous, en tant qu'employeurs, nous sommes engagés pour la formation des travailleurs sociaux. Alors la première chose qui a été dite, que je dirais, c'est que si je suis là, c'est pour pouvoir développer les compétences et répondre aux besoins d'accompagnement des personnes accompagnées, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale. Ça passe par quoi? Ça passe par le développement de la connaissance des pathologies, des profils, des besoins spécifiques des personnes, mais aussi dans les profils aussi, il faut que les éducateurs qu'on recrute, ils soient aussi un petit peu complets, qu'ils soient aussi un petit peu juristes, un petit peu psychologues dans leur approche, sans être des spécialistes, mais en tout cas avoir des repères. C'est aussi avoir des pratiques éducatives adaptées à notre monde, à notre contexte actuel, aux enjeux actuels. Ça a été dit, les enjeux aujourd'hui d'inclusion, les enjeux de père aidance qui n'étaient pas aussi prégnants il y a quelques années. Nous attendons aussi une culture générale du secteur, et à la fois une culture générale et une certaine technicité. On ne se forme plus pour une fois pour la vie, ça a été dit. On se forme aussi, on doit aussi continuer à se former tout le long de la vie et savoir adapter sa technicité au contexte. Aujourd'hui, on va demander aux jeunes professionnels de travailler avec des nouveaux outils, avec des outils collaboratifs, avec la vidéoconférence. Voilà, on attend. Quand je parle aussi de compétences juridiques, par exemple, quand un personnel éducatif va faire des rencontres avec une famille, on attend qu'ils soient au clair sur le droit de la famille, sur la parentalité, aussi accepter les familles dans leur diversité. Aujourd'hui, voilà, les familles se composent, se recomposent, et donc ça aussi, il faut s'adapter au contexte culturel des uns et des autres. Nous nous engageons aussi car nous attendons des savoir-être, des techniques, certes, mais aussi des savoir-être. Alors pour moi, ça passe par quoi ces savoir-être? Ça passe par la compréhension des partenaires. Voilà. Certes, on travaille du point de vue d'un employeur, mais aussi on travaille avec d'autres partenaires. Alors nous, on s'occupe essentiellement de personnes handicapées, mais on a besoin aussi que nos professionnels travaillent avec les services de tutelle, avec les services de l'ASE, avec la psychiatrie, pour en citer quelques-uns, et comprendre la logique de ces partenaires. Parce que si chacun travaille dans son coin, on refait
on refait des additions d'intervention et on passe à côté de la complexité des situations. Ça passe aussi par ce que Michel Foucault appelait le souci de soi. Le souci de soi, c'est quoi? C'est faire un travail sur soi, avoir une réflexivité sur sa pratique, afin de continuer à évoluer. Parce qu'effectivement, on est dans un monde qui change, où il y a de nouvelles attentes, mais aussi il faut se réinterroger. Voilà. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 5 ans ou 10 ans. Et ça me paraît essentiel aussi, cette dimension de travail sur soi. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur nos attentes. Donc c'est vrai que nous avons entendu l'importance de la formation professionnelle et la formation des professionnels du secteur social et médico-social. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui travaille avec l'humain. Donc l'humain, c'est la nécessité pour les personnes qui les accompagnent au quotidien de prendre en compte la réalité, la vulnérabilité, la capacité aussi à un moment donné de pouvoir passer le relais quand à un moment donné la situation devient trop lourde. Et c'est vrai que la formation professionnelle permet vraiment de travailler sur soi, de travailler sur sa limite, permet aussi à un moment donné de pouvoir aussi retrouver sens quand à un moment donné les années, la fatigue, enfin voilà. Et c'est vrai que on parle de formation, de première formation, mais la formation continue est essentielle pour que chaque professionnel garde le sens de sa présence auprès de la personne, reste bien traitant. Et puis, pour être bien traitant, il faut aussi qu'il prenne soin de lui. Donc, Monsieur Cronier, vous êtes directeur de la Pradis. Donc, vous avez hérité aujourd'hui d'un centre de formation qui a une histoire, une grande histoire. Vous avez récolté les fruits des différents engagements et depuis votre arrivée, vous avez vous-même, vous êtes engagé et vous avez conduit de profondes transformations. On sait aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de réforme, la réforme professionnelle. Et on a besoin de savoir comment vous réfléchissez aujourd'hui à cette formation de demain. Quel est votre engagement dans la formation des futurs travailleurs sociaux? Alors, là, je vais parler au nom de la Pradis, pas au nom de l'ensemble des centres de formation. Je représente la Pradis, même si un certain nombre de centres de formation pourraient se retrouver dans les propos que je vais tenir. L'engagement de la Pradis et mon engagement à la direction de la Pradis, c'est déjà un engagement à respecter l'engagement de mes prédécesseurs. Les engagements qui ont été pris tout au long de l'histoire. Les engagements de demain, il y a tout cette espèce de background concernant ce qui s'est historiquement construit. Le premier engagement, plutôt philosophique, c'est la proximité qu'il peut y avoir entre le social, le sanitaire, le médico-social. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans la société. Quand on est bien dans la société, on est bien dans sa tête et dans son corps. Dès 1932, avec la création du diplôme d'État d'assistant de service social, c'est là à peu près que je situe le démarrage de la formation en travail social. Cette question-là a été posée à tel point d'ailleurs qu'en 1938, il y a eu fusion de ce diplôme avec le diplôme d'État d'infirmière visiteuse. Donc on voit bien comment le soin et la santé d'emblée étaient posés dans une sorte d'alchimie avec les formations du social. Donc le premier engagement de ma part, c'est respecter cet ensemble-là, cette alchimie-là. Et à cette époque-là, on pouvait repérer aussi une présence forte de professionnels de la santé, et notamment de médecins psychiatres. Petit clin d'œil à Marcel Blanchard, puisque cet après-midi est en partie dédié à sa personne. Donc, premier engagement, c'est quelque chose que j'ai en tête, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Deuxième engagement, on parle souvent de la loi de 71 sur la formation professionnelle. Il est une loi qui est très importante dans notre secteur et qui fait que le secteur de la formation professionnelle chez nous est très atypique. C'est la loi de 75, la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi?
Et bien dans un de ces articles, cette loi dit que la question de la formation en travail social doit se situer dans le giron des employeurs, du côté des employeurs. C'est ce qui est expressément écrit dans cette loi. Hein. Cette loi, qui par ailleurs a été co-signée par Simone Veil, donc, reclin d'œil à notre personnage qu'on va valoriser tout à l'heure, à savoir Simone Veil. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est de ce côté-là que la formation professionnelle a été située. C'est du côté des pratiques aussi qu'elle a été située. C'est du côté de l'alternance. C'est bien comme ça que les choses ont été posées. Alors si on sait lire entre les lignes par rapport à cette loi de 75, on s'aperçoit que quoi? On s'aperçoit qu'on dispense pour une part dans le champ de la formation professionnelle des formations supérieures, post-bac, qu'on n'inscrit pas sous les fourches codines de l'université. C'est du côté des employeurs que les choses sont posées. C'est comme ça que les choses ont été faites et c'est très atypique. Rares sont les pays où les formations supérieures ne sont pas prises en compte et prises en charge par l'université. Chez nous, les formations du travail social le sont. C'est très atypique. Et finalement, quand on regarde un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, de valoriser aujourd'hui, ben c'est issu de cette histoire-là. C'est vraiment issu de cette histoire-là. Donc c'est historiquement construit. Donc ça, ce sont des réalités qui sont des engagements, aussi engagement des employeurs, engagement du champ de la santé dans les formations du travail social, et ces engagements-là, ben je les porte. Et c'est ceux qui m'aident à réfléchir demain. Voilà. Ça, c'est une réalité forte. Ce sont pour moi des fondamentaux qu'on ne peut pas nier et sur lesquels il faut s'appuyer. Il ne faut pas rompre avec l'histoire de la formation au travail social, en sachant que la formation au travail social, elle évolue en même temps que le travail social lui-même évolue. Donc cette proximité-là est très forte, il faut qu'elle soit préservée. Et le lien avec les employeurs et l'alternance. Ce sont bien des formations professionnelles. Les étudiants et les stagiaires vont faire des stages pratiques chez les employeurs, donc vont rencontrer des professionnels, des vrais professionnels en poste, hein, et puis vont se frotter aux réalités, aux problématiques sociales, hein, et rencontrer les bénéficiaires de l'action sociale, les vrais gens. Voilà. Maintenant, effectivement, on vit dans une époque où une réforme chasse l'autre. Hein. Donc, on vient de vivre en 2014 une réforme de la formation professionnelle. 2018, on en vit une nouvelle, et vous en avez parlé tout à l'heure, M. Hyacinthe, et je partage tout à fait votre point de vue là-dessus. Donc, je ne peux pas faire autrement que de m'engager à mettre en place la réforme. Ça, c'est clair. Mais pour autant, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Effectivement, pour ne parler que du CPF, cette espèce de fonds dans lequel on va thésauriser en euros sonnants et trébuchants de l'argent pour faire de la formation, eh ben, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, à partir d'une super application qu'on aura sur son smartphone, eh bien, un stagiaire va pouvoir choisir la formation qu'il veut faire, va pouvoir choisir le centre de formation dans lequel il veut faire sa formation, va pouvoir s'y inscrire, va pouvoir la payer. Hein. Et en plus de ça, les stagiaires qui sortiront des centres de formation ne vont pas manquer d'émettre des avis concernant les organismes de formation dans lesquels ils sont passés, hein, et ce qui fait que tout ça va jouer dans le choix des étudiants concernant leur formation. Alors c'est à la fois très bien, hein, mais c'est à la fois terrible, hein, parce que ça, là, on va... Il y avait déjà de la concurrence entre les centres de formation, cette concurrence-là, elle va être complètement décuplée. Hein. Voilà. Hein. Donc, il y a trois axes autour de cette réforme de 2018. Il y a la libéralisation, et là vous en avez un bel exemple, et puis après vous avez l'individualisation et l'innovation, et vous en parliez tout à l'heure, M. Hyacinthe, et je suis tout à fait d'accord aussi avec vous, avec cette nécessité aujourd'hui de travailler sur des plateformes numériques, hein, de mettre en place des contenus sur des plateformes numériques, du texte, de l'image, du son, de l'interaction, donc à distance, hein, ce qui vient quand même réinterroger aussi la place des formateurs, hein, et là l'engagement de la pratique et l'engagement du directeur de la pratique que je suis, ben, c'est aussi d'accompagner les formateurs, parce que le métier de formateur d'aujourd'hui n'est plus du tout le métier de formateur d'hier. Le face-à-face pédagogique va se raréfier de plus en plus, et les formateurs vont de plus en plus travailler devant des écrans. Voilà. Donc, c'est pas un
un scénario catastrophe que je suis en train de dresser, parce que le face-à-face pédagogique existera toujours, mais cette loi de 2018 insiste sur ce phénomène-là, de même que le schéma régional des formations professionnelles qui est édité par la région et qui insiste fortement sur la formation à distance. Je m'engage aussi, et j'engage la pratique derrière moi et mon conseil d'administration et mon président que j'ai en face de moi, aussi dans d'autres réformes qui sont des réformes liées au diplôme. Non seulement il y a les réformes de la formation professionnelle, mais il y a les réformes aussi liées au diplôme. Et il y a 5 diplômes qui étaient de niveau 3, Bac plus 2, et qui deviennent de niveau 2, Bac plus 3, à savoir assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale et familiale. Ça y est, on l'a réclamé à corps et à cri, on nous a entendus. Ces diplômes-là sont rehaussés d'un cran. Bien. Mis à part les problèmes que ça va poser sur les questions salariales dans les établissements qui recrutent du personnel qui était hier de niveau 3 et qui aujourd'hui est de niveau 2, moi j'attire quand même l'attention sur un point, c'est qu'en même temps qu'on a gagné un niveau sur la hiérarchie de classement des diplômes, on s'est hissé donc au niveau des licences, et que du coup, en même temps qu'on va délivrer ces diplômes-là avec un niveau 2, ils seront accolés à un grade licence. Et accoler un grade licence, c'est être aussi dans l'obligation aujourd'hui de travailler avec l'université. On y travaillait déjà, mais là, ce travail avec l'université, ce partenariat avec l'université est obligatoire. Donc ça vient réinterroger quand même la loi de 75, qui situait bien dans son giron la formation professionnelle, et entre les lignes, on avait bien compris que ce n'était pas l'affaire de l'université. Ça vient donc réinterroger tout ça, puisqu'aujourd'hui, avec cet accolement au grade de licence pour les 5 diplômes que j'ai cités là, eh bien, on bascule du côté de l'université. Nous avons toujours la main sur les formations professionnelles, c'est vrai, mais ce travail partenarial avec l'université n'est plus facultatif puisqu'il est aujourd'hui complètement obligatoire. Ensuite, j'engage aussi la Pradis et tous ceux qui travaillent à la Pradis et pour la Pradis dans un travail de proximité avec les employeurs, ça c'est clair, et dans un travail de proximité aussi avec les personnes informées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Parce que c'est tout de le dire, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? L'année 2018, pour nous, est une année déterminante parce que c'est une année où tous les centres de formation remettent leur ouvrage sur le métier. Ça veut dire que tous les centres de formation redéposent auprès de la région et des services de l'État des dossiers d'agrément. Et bien, dans les dossiers d'agrément de la Pradis, on a travaillé sur un maillage territorial beaucoup plus fin. Nous étions hier et encore aujourd'hui positionnés sur 3 sites, Laon, Amiens et Beauvais. Aujourd'hui, on est positionné dans nos dossiers d'agrément, on va dire, sur tous les bassins d'emploi. Sur tous les bassins d'emploi. Donc on verra ce que la région nous dira, ce que l'État nous dira, mais il n'empêche que notre volonté, c'est d'être en proximité avec les employeurs et en proximité aussi avec les personnes qui sont informées. Engagement de notre part. Et puis, pour terminer, parce qu'il faut faire court, et là c'est plus compliqué, il faut que nous nous engagions tous dans un défi. Parce que quand on regarde un petit peu les statistiques, quand on regarde un petit peu les effectifs, les flux des étudiants et des stagiaires en formation, on s'aperçoit que si les effectifs ont augmenté jusque 2010-2011 dans nos formations, il n'empêche que ces 6 ou 7 dernières années, les effectifs ont fortement baissé. Il y a aujourd'hui, sur cette même période-là, 7% de moins d'étudiants et stagiaires dans les formations du travail social. Alors cette baisse, elle ne concerne pas toutes les formations. Il y a des formations qui s'en sortent à peu près bien, notamment chez les éducateurs de jeunes enfants, par exemple, ou chez les moniteurs éducateurs, mais il y a d'autres formations où c'est terrible, où la baisse d'effectifs est terrible, et notamment les assistants de service social et les éducateurs techniques spécialisés. Alors c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème parce que, finalement, les problématiques sociales dans nos quartiers, dans nos villes et même dans nos campagnes, elles existent. Elles sont plurielles et elles se complexifient énormément. Et finalement, on a l'impression, peut-être, qu'il y a une désaffection ou un manque d'engagement, pour le coup, de nos jeunes, je
parle de ceux surtout qui quittent le lycée et qui seraient censés rentrer dans les formations de travail social. Par rapport au travail social, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce travail social aujourd'hui soit devenu moins attractif pour une part non négligeable des étudiants qui sortent de lycée et qui, hier, se seraient orientés vers les formations du travail social? Alors, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Peut-être que le travail social ne gratifie pas suffisamment les salariés du travail social. Peut-être que le travail social fait peur aussi. Parce qu'il faut quand même se décoltiner les problématiques sociales d'aujourd'hui sur les terrains. Hein. Et puis, peut-être aussi que le travail social n'est pas suffisamment valorisé. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, quand on regarde la télévision, c'est pas compliqué. Où sont les travailleurs sociaux? Bah, effectivement, ils ne sont pas là. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas être tout. Ils ne peuvent pas être partout. Hein. Mais les discours qu'on tient, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, finalement, plombent un petit peu le champ du travail social et, d'une certaine manière, n'engagent pas le coup. Hein, puisque le mot-clé de cette journée, c'est quand même l'engagement. Plus que ça, les jeunes à rentrer en formation du travail social. Et là, il y a un vrai problème. Et là, il y a un vrai souci, il y a un vrai challenge à relever. Et il faudrait que nous tous nous engagions à travailler sur cette question et à remobiliser peut-être autour de la formation au travail social et donc du travail social en lui-même. Donc, nous avons eu quelques questions de la salle que nous venons de recevoir. Alors, je vais essayer de vous les retranscrire de manière assez synthétique. Voilà, l'idée, c'est peut-être à retenir, c'est comment former les futurs professionnels à travailler dans ce nouveau contexte qui est en train de se dessiner sous nos yeux, avec la question de la désinstitutionnalisation, comment former ces nouveaux, ces professionnels à ces changements d'institutions. Hein, désinstitutionnalisation, ça ne veut pas dire la fin des institutions, mais comment travailler autrement dans le cadre des institutions, et tout en apportant des réponses adaptées aux personnes qui sont accompagnées. Je ne sais pas qui voudrait se saisir de cette question. Pour partie, en tout cas, des éléments de réponse. C'est aussi, je pense que c'est le lien de la formation, des centres de formation et plus globalement de la recherche avec les établissements médico-sociaux et dans les établissements médico-sociaux. On a des unités externalisées d'IME, voilà, peut-être qu'il nous faudrait des unités externalisées de centres de formation dans les établissements médico-sociaux. Je plaisante, mais qu'à moitié. Je fais référence notamment, je suis là au titre du GADES. Le GADES a organisé un voyage d'études tout récemment. Il le fait dans les pays européens pour aller voir un peu la déclinaison des politiques européennes. C'est toujours très très intéressant. Nous étions en Espagne il y a quelques semaines avec un certain nombre d'acteurs ici présents d'ailleurs, et on a été notamment bluffés de voir je vais faire simple, l'université au cœur de l'établissement médico-social, qui fait partie du fonctionnement de l'établissement, avec une unité complète des locaux, c'est pas on vient faire une étude et puis on repart, non, c'est dans la structure même de l'organisation. Les familles, quand elles viennent, elles rencontrent les chercheurs, les universitaires et les établissements, et au sein des établissements médico-sociaux, voilà, je fais une distinction, mais je pense pas qu'elle soit si claire pour eux là-bas, en tout cas dans l'expérience qu'on a vue. Voilà, ça c'est un élément, à mon sens, important. Ce lien est direct, qu'on n'ait pas des formateurs qui soient hors sol, si je puis dire, déconnectés du terrain, mais une formation, enfin une continuité en tout cas entre les instances de formation, les instances de travail, la recherche, au sein même des établissements. Voilà, pour ma part, le petit élément que je pourrais vous soumettre. Si je peux me permettre, mais bien évidemment. Alors c'est vrai que, au risque, et j'ai l'âge que j'ai, donc je peux me permettre de le dire, mais tout a évolué. Ce que l'on a connu, nous,
n'est plus en adéquation avec le monde actuel. C'est tout, c'est factuel. Alors, de là à mettre les professeurs uniquement derrière les écrans, je n'y crois pas parce qu'on a besoin d'humain, on a besoin de réponses. Moi, j'ai enseigné dans une école d'ingé classique, j'ai enseigné en alternance, j'ai enseigné en formation continue. Il faut s'adapter. L'avenir, c'est ça. Et vous parlez des... Alors, l'université a évolué également. Ce n'est plus l'université d'avant. Maintenant, l'université a envie d'être active, au cœur des soucis. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des chercheurs, puisque j'avais un projet sur la déradicalisation. On va mettre les chercheurs dans les prisons pour qu'ils puissent être en contact. Il faut établir des liens et quitter un peu cette idée que l'on a de l'institutionnalisation de l'université, des écoles. Tout ça doit travailler en collectif. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'on attend de personnel, de professionnels éducatifs qui sont polyglottes. Quand je parlais de culture générale, c'était dans ce sens-là, c'est-à-dire polyglotte pour moi, c'est parler le langage, comprendre le langage du directeur ou de la directrice, qui a un certain nombre de contraintes, de cadres de travail. C'est comprendre les contraintes de la psychiatrie, par exemple. La psychiatrie, aujourd'hui, on sait que l'hôpital n'est plus un lieu d'hébergement, est un lieu de soins intenses, mais on peut demander certaines choses, mais pas d'autres. Ce qui n'a pas toujours été aussi clair. C'est comprendre les nouvelles attentes, besoins et attentes des familles. Ces attentes, elles sont évolutives. Aujourd'hui, nous gérons par exemple un établissement pour enfants polyhandicapés. Dans cet établissement, les parents ont souhaité qu'il y ait de la scolarisation, ce qui n'était pas quelque chose d'imaginé il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous avons travaillé pour que justement, nos équipes ont travaillé pour que nous puissions permettre une scolarisation, un temps scolaire à des enfants qui, pour certains, n'accèdent pas au langage. Donc ça casse nos représentations, en fait. C'est accepter que nos représentations d'hier ne sont plus adéquates aux attentes sociales. Donc une première question. Ne faudrait-il pas que les acteurs s'entendent sur les logiques d'inclusion? Chacun semble avoir sa définition et pose ses propres limites. Première question. Deuxième question. Le Haut Conseil du travail social recommande l'intervention des personnes concernées et des familles dans les formations. Qu'en est-il? On parle de processus inclusif, c'est-à-dire d'avoir une démarche qui permet à chacun d'être toujours un peu plus inclus au sein de collectifs les plus proches du milieu ordinaire. Tout à l'heure a été évoquée la loi relative à la formation et on peut évoquer à ce sujet aussi une évolution qui est attendue sur les ESAT. Aujourd'hui, on nous dit que les ESAT sont des lieux institutionnels où les personnes ne sont pas dans un milieu ordinaire. Or, on est un certain nombre à estimer que ce sont des lieux, justement, d'inclusion par le travail. Et que la plupart des personnes qui y travaillent ne pourraient pas accéder à une forme de travail sans ce type de réponse. Les personnes le matin se lèvent et disent moi je vais au travail, disent à leurs voisins je vais au travail. Alors certes c'est un travail adapté, un travail soutenu, mais c'est un travail qui s'inscrit dans une forme d'inclusion. On n'est pas suffisamment avancé là-dessus, mais c'est vraiment un axe de travail qu'il faut qu'on développe. Mais dans le champ de la formation, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'inverser les rôles et de faire témoigner dans nos promos des bénéficiaires de l'action sociale qui racontent ce qu'ils vivent au quotidien en direct à des étudiants sans le prisme de la pédagogie, on va dire. Et c'est une manière aussi à eux d'exister, de se faire connaître et de sensibiliser aussi les étudiants et les stagiaires en toute proximité aux problématiques sociales qui sont les leurs.
c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on avance davantage. Peut-être un petit complément sur la place des familles dans la formation. Bon, je ne me sens pas du tout légitime pour répondre sur cette question, qui mérite bien sûr d'être des familles et des aidants. J'ai guère plus d'analyse en tout cas sur la définition de l'inclusion. Pas d'analyse, peut-être un retour personnel, une réflexion personnelle que je peux vous livrer, où j'ai un peu envie de me méfier de ces mots qui parfois sont des mots valises. D'ailleurs, me semble-t-il, il y a des inclusions, et il n'y a pas une inclusion avec un seul modèle inclusif. On parlait du travail protégé. Effectivement, l'inclusion professionnelle, c'est pas forcément le CDI dans un plein temps, auprès d'une entreprise ou d'une collectivité. C'est un peu plus varié que ça, parce que les réalités de la vie sont un peu plus diverses que ces éléments-là. Voilà, donc je me méfie parfois des mouvements de balancier entre le tout institutionnel, qu'on a bien connu et qu'on connaît encore parfois bien en France, parce qu'on a une culture, on a une histoire qui est vraiment empreinte, issue de l'institutionnel, de l'institution, de la filière, voilà. Donc on sait ce que c'est, le tout institutionnel. Et puis le tout inclusif, qui serait à l'opposé de ce tout institutionnel, et puis entre les deux, il n'y a plus rien. Me semble-t-il, il y a quand même des variables, et puis voilà, on a su exagérer le tout institutionnel en France, c'est clair, de par notre politique et notre histoire, et de par la genèse même de l'action médico-sociale. Bon, nous remercions l'ensemble des intervenants qui nous ont fait partager leur vision de ce qu'était aujourd'hui leur engagement et de ce qu'il pourrait être. Voilà, moi je retiens aussi que cet engagement est, me semble-t-il, plus que jamais nécessaire pour répondre aux besoins du territoire actionnais, pour conserver des espaces de formation de proximité avec un maillage peut-être encore plus intense entre les centres de formation et les employeurs, sans oublier que, bien entendu, la finalité est aussi de répondre aux besoins des personnes qui sont accueillies, accompagnées, au regard de leurs capacités. Voilà, je vous remercie. Je suis donc chargé d'effectuer la conclusion. Donc maintenant, c'est une délicate mission de conclure ce temps de réflexion autour de l'engagement des acteurs pour la formation des travailleurs sociaux d'aujourd'hui et surtout de demain. Cette conclusion n'est pas une synthèse des travaux de l'après-midi. Je laisse le soin à chacun de cheminer sur les éléments partagés depuis plus de 2 heures maintenant. Je tiens tout d'abord à remercier à nouveau vous tous pour votre présence. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants de nos 2 tables rondes pour la qualité de leurs témoignages, propos et réflexions. Je remercie particulièrement nos 4 régulateurs pour la qualité de leur animation. Ce qui me semble important de retenir en cette fin d'après-midi, c'est que ce site de Laon, il y a maintenant 23 années, a vu le jour grâce à la volonté et surtout à l'engagement de femmes et d'hommes qui ont, avec ténacité, porté un projet auquel ils croyaient, tant sur le plan politique, économique, social qu'éducatif. Un projet qui permettait de répondre à des besoins de former des travailleurs sociaux à proximité, dans l'Aisne, pour l'Aisne. Comme ils avaient raison, ces pionniers engagés. Le trajet des étudiants de cette première promotion d'éducateurs spécialisés, formés à Laon, de 1995 à 1998, nous parle. L'objectif est atteint. Ils sont là, pour bon nombre, dans les établissements de l'Aisne. Certains occupent même aujourd'hui des postes à responsabilité. C'est le cas de M. Louis. Il nous a parlé de sa formation d'éducateur spécialisé, mais aujourd'hui, M. Louis est directeur dans une des structures du département. Quel beau chemin parcouru et qui a trouvé son sens dans cette formation initiale. Nul doute que des similitudes existent avec les promotions qui ont suivi.
La preuve est faite que cette implication, cet engagement de l'époque a été un pari gagnant. Dans quelques minutes, nous nous rendrons dans les locaux d'Apradis, site de Laon, réalisé par l'Opale, afin de rendre hommage à Simone Veil et à Marcel Blanchard. Nous sommes dorénavant loin des premières années où nous étions hébergés chez l'un ou l'autre des acteurs de la ville, que nous ne remercierons jamais assez. Michel Divert pourrait en témoigner. Nous étions parfois plus proches d'un camping que d'un centre de formation. Aujourd'hui, 20 ans après, l'Apradis site de Laon, c'est du pérenne, du dur, des locaux adaptés, bien situés, accessibles, permettant de répondre à l'ensemble des besoins de formation des travailleurs sociaux, qu'elles soient initiales ou continues. Ils permettent une capacité de développement et de partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'Aisne au service des citoyens axonais. Bien évidemment, au terme de cet après-midi, et vous l'avez compris, que pour se projeter dans les 20 prochaines années, il est absolument nécessaire que les acteurs d'hier restent engagés. Acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs de la formation, acteurs de l'emploi, sans oublier bien évidemment les travailleurs sociaux de demain. Travailleurs sociaux de demain au service des personnes fragiles, des familles, des aidants familiaux. Car n'oublions pas que c'est pour eux que ces formations ont sens. Ils sont les véritables destinataires de ces formations, permettant de garantir la qualité attendue de l'accompagnement, permettant aussi aux collectivités locales, départementales, voire régionales, de répondre à leurs obligations et compétences. Le mot final reviendra à un homme déporté, lui aussi, en 1938, à Dachau puis à Buchenwald, qui a enseigné l'éducation, la psychologie et la psychiatrie à l'université de Chicago. Il dirigea également dans cette même ville l'école orthogénique, qui reste le centre le plus connu du traitement de la psychose infantile. Il s'agit bien évidemment de Bruno Bettelheim, qui a dit « L'engagement, c'est y croire ». Merci. Alors, mesdames et messieurs, diverses fonctions et qualités, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, madame Blanchard, cher Gaïdic, le 20 décembre 1993, la loi numéro 93/1313 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle fut adoptée à l'Assemblée nationale. C'est ce texte qui, au cœur des lois de décentralisation, a contribué à donner aux conseils régionaux une compétence importante pour l'orientation des adultes et en particulier pour celle des demandeurs d'emploi. Cette avancée majeure s'est traduite par l'émergence ou le développement de structures telles que l'IRF, puis l'Apradis. Quelle avancée! Plus tard, la circulaire interministérielle numéro 2011-17 du 26 mai 2011 relative à la reconnaissance des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie permettait la labellisation par l'État des organismes qui y participaient. Elle intervenait au terme d'une concertation étroite entre l'État et les collectivités régionales dans le cadre du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'Apradis est une structure qui découle notamment de la mise en œuvre de cette loi du 20 décembre 1993 portée par Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Rendre hommage à cette illustre figure contemporaine, disparue voilà 18 mois, fut une décision qui recueillit l'accord enthousiaste du conseil d'administration de l'Apradis. Je suis donc heureuse de voir se concrétiser aujourd'hui le projet d'apposer une plaque au nom de Simone Veil dans ce hall pour souligner tout l'apport de la vision et de la détermination de cette grande dame.
Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Simone Veil, pas comme M. Blanchard, Dr Blanchard, mais j'ai eu l'occasion de la voir et de l'écouter quelquefois à la télévision. Je ne l'oublie pas. Il en reste un regard clair, un timbre de voix et des mots ciselés, vifs, puissants, les mots d'une vie, ceux de sa vie, ceux d'un destin exceptionnel. Simone Veil a vécu dans sa chair une histoire unique, qui est aussi un temps de notre histoire. Elle a parcouru les pages les plus tragiques de cette histoire, qui déroulait des messages profonds et terribles à l'encontre des destinées humaines. Par sa force de caractère, elle a surmonté les épreuves cruelles de la Shoah. Et malgré les indicibles douleurs engendrées par la barbarie qu'elle a connue, elle a su rester un des phares de notre conscience morale. Le destin exceptionnel de Simone Veil nous éclaire, personnellement et collectivement. Quelques lignes fortes de l'engagement de Simone Veil resteront dans ma mémoire. Le souci d'une construction réussie de l'Europe, l'implication dans le domaine de l'éthique et de la bioéthique notamment, et la lutte contre les discriminations, enfin. Puisque par sa vocation, l'Apradis œuvre à sa façon dans ce domaine, j'appuierai un peu sur ce point. La problématique de l'inégalité des chances et des mesures correctives qu'elle apporte est évidemment au cœur des questions d'intégration et de cohésion sociale. Cette question est toujours d'une brûlante actualité. Choisir de rendre hommage à Simone Veil dans ce lieu de formation est un symbole qui a la force de l'évidence, car honorer sa mémoire n'est pas seulement un héritage. Sa pensée nourrit le présent et elle est aussi une promesse d'avenir. Je vous remercie. Marcel Blanchard, donc médecin psychiatre, est arrivé à l'IS Notre-Dame pour diriger l'Institut médico-pédagogique départemental de l'IS de 1959 à 1992, soit plus de 30 années. Beaucoup savent à quel point il prit soin de cet établissement, de son développement et de son rayonnement. Ils savent aussi surtout qu'il était très attentif aux personnes fragiles qui lui étaient confiées. Il a présidé le Créail de Picardie de 1985 à 1995 et par conséquent l'Institut régional de formation et fonction éducative, l'école d'éducateurs de Picardie, appelée l'IRF. Le tout devenant Apradis en 2013. Il est donc à l'origine de la création de ce site lannois. En 1992, retraité, il s'investit dans la vie publique, étant élu conseiller général du canton de Sissonne de 1992 à 1998. Président de la communauté de communes de la Champagne-Picarde, puis enfin maire de la commune de Liesse Notre-Dame pendant 7 années, de 2001 à 2008. Marcel Blanchard a toujours été soucieux de l'autre, et plus particulièrement des plus démunis. C'était un homme visionnaire, impliqué, engagé, qui, pour quelques-uns d'entre nous, encore ici, dans cette salle, nous a montré la voie. Puisque moi-même, il m'a accueilli à l'âge de 20 ans comme éducateur prestataire à l'IME de l'IS. C'est encore lui qui m'a confié mon premier poste de chef de service. D'autres dans la salle ont un destin, un parcours similaire. Je fais référence notamment à Jean-Marie Gondry, mais il y en a d'autres aussi. L'IS, c'était une pépinière de professionnels formés, compétents, et qui effectivement irriguaient dans le département et dans la région l'accompagnement des structures médico-sociales. Bon nombre de prestataires qui est arrivé à l'IS ont fini par assurer des missions de cadre, de direction générale dans l'ensemble des établissements du département, de la région, voire même dans toute la France. C'est donc avec beaucoup d'émotion, au nom de l'ensemble des personnes qu'il a accompagnées, patients, usagers, professionnels, citoyens, nous lui rendons hommage
en cette fin d'après-midi. Je pense qu'il aurait été très heureux de savoir cet hommage qui lui est rendu et associé à celui de Simone Veil, figure nationale de la République française. Une certitude. L'engagement de Marcel Blanchard imposé par son investissement et son engagement dans la région Picarde et dans notre département de l'Aisne. Nous ne pouvons que l'en remercier. Cette plaque commémorative au corps de ce centre de formation doit permettre ce nécessaire devoir de reconnaissance et de mémoire. Nul doute qu'elle montrera la voie à de nombreux professionnels du travail social et éducatif. Alors, comme il le disait lui-même, peut-être nostalgique de la Bretagne, qu'il aimait tant, en conclusion d'échange, avant de remonter dans sa 2 chevaux, pour rejoindre un autre point du département de l'Aisne où on l'attendait, souhaitons bon vent chez vous, Monsieur Blanchard. Merci. Moi aussi, madame. J'arrive tardivement, vous m'en excusez, mais je n'aurais pas voulu manquer, Madame Blanchard, ce moment. J'adorais votre mari. Et je pense que les sentiments que j'éprouvais pour lui étaient largement partagés. C'était, vous l'avez dit, c'était un homme de très très grande qualité, visionnaire de l'action sociale, totalement engagé, très courageux, et qui exprimait autour de lui une très grande amitié, une très grande sympathie et un contact avec les femmes et les hommes qui était absolument exceptionnel. C'était en fait un grand humaniste, c'est-à-dire qu'il plaçait au cœur de son action l'intérêt de l'homme, quand on dit de l'homme c'est au sens général, hein, de la femme et de l'homme, l'intérêt des êtres humains avant toute autre considération. Alors j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup d'amitié et c'est un grand plaisir et beaucoup d'émotion, je pense que vous le ressentez, d'être là aujourd'hui, Madame la députée, au moment où, alors je ne sais pas quelle est l'initiative, vous avez inauguré une plaque à la fois en hommage à Simone Veil et en hommage à Marcel Blanchard. Merci. On vous invite au verre de l'amitié, en conclusion de cette journée.